Bon, Alex, on s'est pas entraîné ce matin. Non, Non, pas cette fois. cette fois. C'est toujours un plaisir de recevoir des gens qui sont autant conscients de ce qu'ils font, de comment ils interagissent dans le monde et comment ils s'incarnent vis-à-vis de leurs valeurs et vis-à-vis d'une cette forme de globalité de la compréhension du vivant. Quelle introduction! Ouais, bah écoute. J'ai la pression. Non, mais non. Je pense que pas mal de gens dans ma communauté ne te connaissent pas. Il faut savoir qu'on s'est rencontrés dans le cadre de Féroce, hein, cette entreprise de notre ami David, dans laquelle il nous a fait l'amitié de nous incorporer. Et on est devenus actionnaires et puis on est membre du board, comme on dit, donc on est aussi décisionnaire d'une certaine manière. Et bien qu'il y ait ce prétexte de parler juste de nourriture, c'est une porte d'entrée quand même pour parler de plein d'autres choses. De la transmission, de la santé, d'incarner aussi nos valeurs, comme je le disais. Et très rapidement, je ne sais pas pourquoi, on s'est trouvés dans quelques regards, et le lendemain, on s'est entraînés ensemble. Et ça, pour moi, c'est ce qui... quand soit je fais ça, je fais des bains froids avec les gens, et généralement, c'est ce qui forge des relations, je trouve, par l'inconfort, par le challenge, où on enlève les masques sociaux. Les expériences. Les expériences. Est-ce que tu veux te présenter de manière globale pour l'audience et après on embraye sur le reste? Écoute, avec plaisir. Donc, je m'appelle Alexandre Dana, j'ai 36 ans. Je suis né à Paris. J'ai eu la chance de découvrir assez tôt, à 18 ans, que j'aimais enseigner. Okay. Et depuis 18 ans, j'ai testé plein de formes différentes d'enseignement, de transmission, de formation, en commençant par les cours particuliers, puis en découvrant le soutien scolaire dans des associations pour des jeunes en difficulté, et puis en ayant le plaisir de découvrir l'enseignement en ligne. En octobre 2010, j'ai donné mon tout premier cours sur Skype. Wow. Et à l'époque, c'était complètement nouveau. Sur quel sujet? C'était un cours de préparation au baccalauréat en sciences économiques et sociales pour un élève qui s'appelle Sébastien et qui habitait à Annecy. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour. On est encore en contact d'ailleurs. Ouais, c'est rigolo. Et sa maman avait entendu parler de moi et moi, j'avais passé le bac un an plus tôt. Et elle avait entendu parler de moi. Moi, j'habitais à Paris. Elle m'a demandé de l'aide pour son fils. Elle m'avait proposé même de venir en train à Annecy. Puis je lui disais que c'était pas possible. Et elle m'a dit pourquoi pas le faire par téléphone. Et puis mon papa m'avait parlé de Skype. Et je me suis dit tiens, testons, pourquoi pas. Et puis je me souviens qu'elle m'avait envoyé un chèque par la poste pour me régler. Et j'ai adoré cette expérience d'enseignement à distance. Ça m'a amené à vouloir créer des projets éducatifs d'enseignement en ligne. Ça a débouché sur la création d'une entreprise qui s'appelle Live Mentor, que je dirige encore aujourd'hui, qui est devenue un organisme de formation pour des créateurs et des créatrices d'entreprises. C'est une entreprise qui compte une centaine de personnes dans son équipe, plus 140 mentors qui accompagnent les personnes qui suivent nos formations. À côté, j'ai un petit souci d'hyperactivité, donc je suis devenu journaliste pour un podcast santé qui s'appelle Métamorphose. Je suis éditeur de livres, je suis directeur de collection aux éditions Erol. Et j'ai... Nouvellement, ouais, depuis un an. J'anticipais ce que tu allais dire par la suite par rapport à nouvellement. C'est que tu as acquis, donc... Oui, j'ai aussi... pris la tête d'une maison d'édition qui s'appelle 23h59, dont on a fait l'acquisition avec Live Mentor, qui est une maison d'édition de carnets de méthodologie, qui sont comme des coachs de poche qui permettent d'avancer sur des projets personnels ou professionnels. Voilà, dans les grandes lignes, mes activités professionnelles. Et s'il y a un dénominateur commun, c'est effectivement... l'apprentissage, la formation, la question comment apprendre. Je l'aime bien, cette question, et je ne m'en lasse pas depuis un petit bout de temps. Trop bien.
On va revenir là-dessus parce que je pense que c'est vraiment central. J'ai commencé cette chaîne, Vérisme TV, pour transmettre la physiologie. C'est-à-dire, vraiment, je faisais des cours de physio, système endocrinien, système nerveux, ce genre de choses, parce que ça me passionnait. Mais je le faisais de manière complètement désintéressée. Ça a donné naissance, comme toi, à l'ouverture d'une école, entre guillemets. Et j'en suis venu, après une grosse dizaine d'années, à, comme je le fais souvent, à questionner la sémantique, c'est-à-dire vraiment le sens que j'accordais aux mots, et de faire la différence entre enseignement, transmission, coach, mentor, apprentissage, mémorisation. Tout ça, ça m'a donné envie de défricher, mais qu'est-ce qu'on entend en fait par ça? Et c'est quoi la différence? Tu fais une différence entre l'enseignement et la transmission, toi? Alors oui, un enseignement pour moi c'est structuré, c'est des modules, c'est un programme. La transmission c'est beaucoup plus constant, diffus, ça peut se produire de plein de manières différentes. Et c'est ça qui est assez intéressant quand tu conçois des expériences éducatives. Qu'est-ce qui, dans ton expérience, va relever de l'enseignement et qu'est-ce qui va plus apparaître sans que tu l'aies prévu. Par exemple, toi, je sais que tu animes beaucoup de stages collectifs. Mais je suppose que dans ces stages, il y a des moments d'enseignement où tu as un programme, des connaissances que tu veux passer, et puis il va y avoir des moments où les personnes qui sont en train de suivre ton stage vont se parler entre elles et elles vont se transmettre des choses et ça c'est magique. Là il se passe il se passe de la transmission sur laquelle toi en tant qu'éducateur tu n'as pas le contrôle, mais c'est peut-être encore plus important que ce que tu vas dire. C'est clair. Et ça ce genre de déclic, ce genre de réflexion, ça peut nous amener à questionner beaucoup le système éducatif et son évolution ces dernières années, et ça peut nous amener à penser des expériences éducatives d'un tout autre niveau. Parce que dans Live Mentor, et je pense que c'est peut-être ce qui débouche sur la différence entre coach et mentor. J'ai toujours l'impression que par mentor, bon, le premier véritable dans l'histoire, enfin celui qui a peut-être le plus marqué l'histoire, ce sera Léonard de Vinci avec François Ier, pour moi qui est l'exemple, enfin peut-être le paroxysme du mentorat, c'est-à-dire j'ai un Léonard de Vinci que pour moi. H24, il est là à côté, c'est mon mentor. Et là, il se passe à la fois l'enseignement et la transmission, c'est-à-dire ce qui est formel, qui est organisé, pyramidal, qui vient du maître, et aussi tout ce qui est, comme tu le disais, de l'ordre de la connexion informelle, qui est un petit peu tout le temps là, qui est les à côté, lire entre les lignes, etc., qui peut être vraiment ce qu'on pourrait appeler justement la transmission constante. C'est les neurones miroirs aussi. Et c'est aussi ça. Les neurones miroirs qui s'activent en regardant quelqu'un faire quelque chose sans qu'il ne nous dise rien. Ça vous fait aussi penser au désir mimétique de René Girard. Mais effectivement, on peut déjà clarifier un peu les termes entre tuteur, mentor, coach. Le tuteur, le tutorat, c'est la transmission de connaissances académiques. Il y a un programme donné, je vais transmettre ces connaissances académiques et je vais m'assurer qu'elles sont validées au fur et à mesure. Le mentor va plus transmettre une sagesse, une expérience, un regard sur un sujet donné. Et le coach, là on est dans la performance, on est dans l'action. J'accompagne quelqu'un sur des objectifs précis et je vais construire pour lui un programme individualisé, personnalisé. Maintenant, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est déjà la puissance de l'accompagnement et les résultats indéniables sur la progression des personnes accompagnées. Il y a plein d'études sur le sujet. Moi, la première étude que j'avais dévorée tout au démarrage de Live Mentor, il y a plus de 10 ans, c'est la fameuse étude de Bloom qui prenait différents groupes d'élèves, un groupe avec une transmission, on va dire, classique, un prof qui parle, des élèves qui écoutent, un groupe avec le mastery learning, qui est l'apprentissage par la maîtrise, où on va s'assurer à la fin de chaque module que les acquis ont été validés, et un groupe qui bénéficiait d'un tutorat individualisé.
Et cette étude est également surnommée la Two Sigma Problem. Pourquoi Two Sigma? Parce que c'est 2 écarts types. En fait, les élèves qui ont un tuteur individuel, atteignent un élève moyen, tu le mets avec un tuteur, il rentre dans le top 2% des élèves. Donc ça augmente de 2 fois l'écart type. Et maintenant, pourquoi il y a problème dans Two Sigma Problem? Parce que comment généraliser ce tutorat individuel? Il y a un souci de coût, il y a un souci de formation des tuteurs, il y a un souci d'infrastructure, il y a plein de sujets. Mais par contre, cette étude nous montre que l'accompagnement individuel, ça permet le feedback personnalisé, ça permet la motivation, ça permet la confiance en soi, ça a plein d'avantages qui transforment la courbe d'apprentissage de quelqu'un. Et dans le cadre de cette étude Bloom, on était sur le tutorat, on a des résultats très similaires avec du mentorat ou avec du coaching. Pour prendre un exemple que moi je connais bien, le mentorat de créateurs et de créatrices d'entreprises, 12 000 études différentes, dont beaucoup d'études qui ont été créées par la BPI, montrent qu'un entrepreneur qui est accompagné a au moins 2 fois plus de chances de pérenniser son activité. Donc déjà, voilà, j'aime bien partir de ce point de départ qui est l'accompagnement, ça sert vraiment à quelque chose, ça améliore la courbe d'apprentissage, et après, effectivement, il y a plein de déclinaisons possibles, tutorat, mentorat, coaching, et puis il y a ce Two Sigma Problem, sur lequel on peut aussi dire beaucoup de choses. Quelles solutions on peut trouver pour créer des sociétés apprenantes, des sociétés où ces dynamiques individuelles sont généralisées, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et on peut aussi s'interroger, ça c'est dans un deuxième temps, sur, outre le fait de mettre 2 personnes ensemble, comment organiser cette relation pour qu'elle soit la plus efficace possible? Parce qu'il ne suffit pas de mettre un expert avec un apprenant pour que ça fonctionne. Il y a derrière la question des compétences en pédagogie pure. Bien sûr, n'importe quel joueur professionnel de football ne donnera pas le meilleur coach, entraîneur de foot. C'est pas parce que c'était un Zidane ou un Maradona que ça va devenir le meilleur. Bon, pour Zidane, c'est le cas. Il est devenu très bon entraîneur. Mais la pédagogie, transmettre, il faut... J'ai toujours ce précepte d'un professeur justement de peinture qui m'avait transmis ça, c'est que un bon enseignant doit se dégager de sa propre pratique pour transmettre. Il ne peut pas transmettre ce qu'il connaît maintenant après 30 ans de peinture à un débutant. Oui. Il va pas, s'il commence à lui dire que la peinture, ça doit être comme de la poésie, le débutant, il comprendra rien. Et donc, ce dégagement-là, cette abstraction de soi-même vis-à-vis de quelque chose qui est neutre, qui est entre la personne qui reçoit et la personne qui donne, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vraiment un skill, une capacité qui s'apprend, comme tu viens de le dire. Merci pour cette différenciation entre tuteur, coach et mentor. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Évidemment, c'est ta définition, mais je trouve qu'elle est pertinente. Est-ce que tu vois justement bien sûr, moi j'œuvre dans ce milieu de la santé qui on va dire alternative, douce, préventive, etc. Et je vois fleurir, non sans un œil critique, tout un tas de coachs en ligne. Et je trouve qu'il y a une explosion du coaching en ligne où il y a à boire et à manger, comme on dit. Il y a du bon et du moins bon. Quel regard tu portes, toi, sur ton domaine qui est celui-ci, du coaching en ligne, du mentorat, de l'apprentissage aussi, vis-à-vis de cette explosion qu'on a actuellement? Ça peut se regarder de plusieurs manières différentes. D'un côté, moi je pense qu'on n'a jamais assez de profs, de mentors, de coachs. Et que c'est magnifique si on peut basculer dans une société où ces relations d'apprentissage, de transmission se multiplient. Maintenant, on se pose la question effectivement de l'humilité et du sérieux qu'on met dans ce rôle. Pour moi, c'est un rôle qui est extrêmement noble et dans lequel on n'a jamais fini d'apprendre. Moi, je crois beaucoup à
à la combinaison des différentes casquettes. Mhm. Je trouve que c'est autant utile d'avoir une approche de tuteur, de prof, d'avoir un programme, un enseignement, des modules, des connaissances précises à transmettre, que d'avoir une expérience en tant que mentor à partager, que de savoir prendre une posture de coach et de poser des questions. Et c'est pour ça que j'ai structuré ainsi la pédagogie Live Mentor, qui a été un chantier de travail pendant des années. Et ça n'a pas été facile du tout. Mais pour refaire le fil de l'histoire, au début, j'étais le seul à donner des cours, à accompagner des élèves sur notre plateforme. Et à un moment, ce n'était évidemment plus possible. Il a fallu recruter une équipe académique et s'est posé la question de comment est-ce qu'on recrute cette équipe. Et on a pris la décision de chercher et de former des personnes qui ont ces 3 casquettes différentes. Il y a, pour être mentor chez nous, il y a des connaissances à connaître, à maîtriser, qui dépendent de la formation sur laquelle tu vas accompagner quelqu'un. Si tu vas accompagner quelqu'un sur une formation à la création d'entreprise, eh bien, il y a tout un tas de compétences sur les statuts juridiques, sur le lancement d'une activité, sur le besoin en fonds de roulement, enfin, plein de compétences. Et on va valider certaines de ces connaissances lors d'un processus de recrutement. Et on va aussi en transmettre d'autres lors d'un processus de formation. Et on a en interne une équipe, qui est l'équipe académique, qui est chargée de former en permanence nos mentors. Mais on a aussi décidé de ne prendre en mentor que des entrepreneurs. Okay. En partant du principe que quelqu'un qui veut créer une entreprise a besoin de parler à quelqu'un qui l'a déjà fait et quelqu'un qui le fait encore. Et donc, au lieu de prendre des profs à temps plein, je prends des mentors, des gens qui sont entrepreneurs et qui vont dédier quelques jours par mois à l'accompagnement d'apprenants chez Live Mentor. Ils vont pouvoir transmettre leur sagesse, leur expérience de ce qu'est l'entrepreneuriat. Et puis, dans mon premier livre qui s'appelait La méthode Live Mentor, j'ai essayé de proposer tout un tas de questions d'introspection, tout un tas de questions à utiliser lors de sessions de mentorat qui, là, nous font basculer dans une approche de coach, où je vais aider la personne à se fixer elle-même des objectifs, je vais l'aider à réfléchir sur sa situation actuelle, ses objectifs futurs, le chemin pour y arriver. Et ce livre, il fait partie de notre corpus pédagogique et il est accompagné par tout un tas d'autres éléments qu'on appelle des standards académiques qui permettent aux mentors de aussi prendre cette direction-là lors des 3 ou 6 mois d'accompagnement, puisque nos formations durent entre 3 et 6 mois. Et d'ailleurs, cette dernière partie m'avait été beaucoup inspirée par mes échanges avec un chercheur en éducation qui s'appelle François Tadei, qui est quelqu'un que tu connais et dont je recommande vraiment le travail pour les gens qui nous écoutent. Vous pouvez trouver les conférences de François Tadei sur YouTube qui sont exceptionnelles. Et François avait créé et opère toujours, si je dis pas de bêtises, le centre de recherche interdisciplinaire à Paris, qui était un endroit de passionnés de l'éducation, où moi j'allais beaucoup en 2012, 2013, 2014. C'était les premières années de mon organisme de formation et j'ai énormément appris aux côtés de ces personnes sur l'importance du questionnement socratique, sur l'importance de la capacité à désapprendre. Comment est-ce que tu aides quelqu'un à désapprendre pour apprendre quelque chose de nouveau, sur également la coopération, parce que François Tadei est un ancien biologiste, donc il a beaucoup étudié les bactéries. Les symbioses, ce genre de choses. Exactement, et il y a vraiment énormément de parallèles à faire avec le collège et le lycée, où on peut vraiment se demander, mais qu'est-ce que ça donnerait, par exemple, si tous les lycéens avaient obligation d'aider les collégiens? Qu'est-ce que ça donnerait? On a un manque de profs qui est colossal. On a des lycéens qui
ont un peu de temps, ils ont du temps même. On sait qu'enseigner, transmettre, ça te fait apprendre, ça t'aide à formaliser tes connaissances, ça t'aide à faire le pas de côté, ça t'aide à redescendre, comme tu prenais avec l'exemple du peintre. Pourquoi ne pas le faire? Et en fait, ça a existé il y a très longtemps dans certaines écoles en France, et on a enlevé ça en pensant qu'il fallait que le prof ait une posture d'autorité. Bon, c'est un sujet passionnant. Moi, je suis très content de voir que chez Live Mentor, 80% des 34 000 personnes que nous avons formées sont ouvertes à l'idée de devenir mentor un jour. Ça, pour moi, c'est une de mes grandes fiertés. Magnifique. Je pense que la pédagogie de Richard Feynman, qui était l'un des grands monsieur de la physique au XXe siècle, sans doute l'un des plus grands génies qu'on ait eu dans ce domaine-là, en tout cas dans le domaine scientifique, disait bien, si tu veux connaître quelque chose, transmets-le. C'est la forme ultime de l'apprentissage, c'est la contrainte, qui est un terme qui m'est très cher, la contrainte maximale où notre cerveau essaye d'organiser, de mettre du sens, au sens computationnel, dans nos savoirs pour que ce soit bien reçu en face. Il y a quelque chose d'empathique aussi, parce qu'on se met à la place de la personne qui va recevoir tout d'un coup, alors qu'on était quelque chose de très passif par rapport au savoir jusqu'à présent. Et on fait passer de l'information au savoir, quand on classe dans son cerveau, au savoir à la connaissance, quand c'est actionnable dans le monde. Et là, il y a vraiment quelque chose de très puissant, et je pense que c'est le système c'est ce qui m'attire le plus. Moi, je vais devenir bientôt papa. C'est ce qui m'attire le plus dans les écoles Steiner ou Montessori, etc. C'est le mixage, le mélange des tranches d'âge dans une même classe. Oui. Et là, on a des gens un peu plus âgés, comme tu l'as très bien dit, qui transmettent voilà, comme on le dit souvent, quand on est au niveau 5, on peut transmettre à quelqu'un qui est au niveau 2. Et c'est quelque chose qui m'a marqué dans ce que tu nous racontais dès le début. C'est-à-dire que quand tu as aidé, comment il s'appelle ce jeune homme Sébastien, à passer son bac, tu l'avais eu que depuis 1 an. C'est-à-dire que tu n'étais pas quelqu'un qui avait 35 ans. Non. Tu l'avais juste eu depuis 1 an. Et ce petit gap-là suffit. Et je n'aurais pas pu l'aider seul. J'ai pu l'aider en complément de son prof. Oui, c'est ça. Mais c'était un complément très utile pour lui. Ouais, c'était rigolo que tu mentionnes Feynman, parce que quelqu'un que j'aime beaucoup m'a partagé des vidéos de lui récemment. Ouais. Et effectivement, c'était un génie de la physique quantique. Feynman, ça nous ouvre aussi une autre dimension de la pédagogie, qui est le plaisir d'enseigner. Ouais. Quand tu regardes ses vidéos, il a un sourire incroyable, il a une passion qui est tellement communicative. Et ça, c'est une autre réflexion qui m'a beaucoup animé ces dernières années, et qui est toujours en cours autour de la pédagogie Live Mentor. C'est quand tu commences à avoir une école avec d'un côté 34 000 personnes qui ont été formées et plus d'une centaine de mentors qui les accompagnent. Comment tu assures ce plaisir, cette joie, cette énergie chez chaque mentor? Comment tu as la même expérience qu'un Feynman? Ouais. Et là, pour le coup, la technologie peut amener quelques solutions. Parce que pour revenir à ce tout sigma problème, qui est vraiment le truc qui guide un peu notre conversation, c'est-à-dire comment est-ce que tu généralises les relations individuelles de transmission. C'est très compliqué. Il y a effectivement l'idée que entre élèves, il peut y avoir de la transmission, que tout ne repose pas sur un prof, mais tu peux aussi utiliser la technologie pour faire du blended learning. L'erreur dans laquelle tout le monde est tombé au début de l'enseignement en ligne, si on remonte en 2012, à l'époque où moi je faisais mon premier cours sur Skype, c'est de penser qu'on allait mettre tout le savoir sur Internet et que par magie ça allait fonctionner. Le résultat, c'est que ça ne fonctionne pas. Il y a 90% des élèves qui commencent un MOOC, à savoir un Massive Open Online Courses, qui l'abandonnent. Donc, penser que parce que l'information est disponible, ça va marcher, c'est faux. Et Socrate nous disait, pour passer de l'information à la connaissance, il faut des interactions. Donc maintenant, ces interactions, là où la technologie peut nous aider,
c'est qu'elle permet à ces interactions de se concentrer sur là où la magie opère, justement. Je peux permettre à l'élève d'accéder à certains contenus avant le cours, après le cours, je peux lui permettre de valider certains exercices et je peux me concentrer dans l'échange que j'ai avec lui sur les questions décisives, la motivation, les réponses à ces questions super personnalisées, etc. etc. Et ça explique pourquoi on a pensé ainsi notre plateforme d'apprentissage, notamment avec une messagerie instantanée qui permet d'écrire des messages textuels, qui permet de recevoir des réponses, qui permet d'envoyer des pièces jointes, qui permet de faire des notes vocales et qui donc permet de donner ce feedback tout au long des 3 ou 6 mois de formation et pas simplement lors des sessions en visioconférence, puisque ta formation est aussi jalonnée par des échanges en visioconférence toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec le mentor. Donc ça a été un très gros travail. Et d'ailleurs, évidemment, la sortie de ChatGPT et des interfaces conversationnelles en intelligence artificielle, moi, m'a énormément bluffé parce que ça m'a rappelé cette messagerie qui était mon innovation pédagogique sur laquelle j'ai le plus galéré, mais qui a le plus fonctionné, parce que c'est l'outil le plus utilisé dans nos formations. C'est encore une autre dimension. À l'ère de Claude, est-ce que cette interface de conversation peut me permettre d'apprendre aussi efficacement qu'avec un mentor? Ou comment elle se combine avec l'aide d'un mentor? C'est une réflexion que tu as encore? Oui, complètement. Ouais. Complètement. C'est un vrai sujet d'exploration pour moi et je suis en train de réfléchir à m'associer avec des chercheurs en éducation, justement, pour creuser le sujet. Moi, à titre très personnel, déjà, je fais mes propres expériences. J'apprends avec ces interfaces conversationnelles. Je me rends compte de l'importance de la communication écrite, de la synthèse, de la manière dont tu poses des questions. Si tu dis à un Claude, par exemple, qui est l'outil que j'utilise le plus, je veux apprendre telle langue, tu vas avoir des réponses et une qualité d'échange totalement différente entre dire je veux apprendre telle langue et lui dire je veux apprendre telle langue, je pars de tel niveau, je suis prêt à mettre tel rythme d'apprentissage par semaine, j'ai tels objectifs précis dans l'apprentissage de cette langue, je veux la parler ou je veux la parler et l'écrire, je veux converser sur tel sujet et pas tel autre sujet, j'ai des connaissances préalables dans telles autres langues qui ont peut-être des points communs, peut-être pas du tout. Tu vois, toute cette capacité à formuler va être décisive dans la qualité de ce qui suit. Bien sûr. La nature répond toujours selon la forme de la question. Ça a été vraiment une grande leçon dans mes études de biologie. Et la réponse qu'on va avoir de l'environnement dépend toujours de comment on formule la chose. Ça a été justement le problème de la mesure en physique quantique, notamment, qui avait posé énormément de problèmes, surtout Einstein par rapport à Bohr. Mais bref, j'entends, et moi j'ai été vraiment réticent quand l'IA et surtout le ChatGPT est arrivé dans l'actualité, parce que j'avais l'impression que ça nous enlevait le chemin. Et c'est vraiment, le cerveau humain se développe par l'interaction qu'il a. Jean Piaget, tout le monde l'a dit. Varela, tout le monde dit que si vous enlevez en fait le processus, il n'y a pas d'émergence, tout simplement. Et on connecte pas les points. L'information reste à l'étape d'information. En fait, c'était justement, comme tu l'as très bien dit, les premières ères d'Internet où on se disait, s'il y a toutes les informations sur Internet, tout le monde va en faire des connaissances. Ben non, il faut que ça passe par les interactions, l'expérience, la mise en pratique de tout ça pour que dans le cerveau d'un humain, les connexions puissent se faire. Donc j'étais très réticent à ça. Et un premier retour que j'ai eu, personnel d'utilisation, entre autres, de ChatGPT, ça a été de voir que ça pouvait être très pertinent pour des domaines que je maîtrisais déjà. Les nouveaux domaines, je préfère la galère, en fait, des premiers temps d'une courbe d'apprentissage où c'est vraiment bac à sable et tu
tu galères, mais c'est bon de galérer aussi parce que ça fait naître en toi la frustration de chercher et de pas tout de suite trouver. Comparativement à un domaine que je maîtrise déjà bien, par exemple certains domaines, certaines branches des sciences cognitives, et là je lui ai dit tiens, je pense à un truc là, et vraiment je lui parle comme ça, je pense à un truc, on pourrait pas faire une connexion entre tel principe en biologie et puis tel autre principe en physique, qu'est-ce que t'en penses? Et de dialoguer vraiment comme si je dialoguais avec quelqu'un, là j'ai trouvé vraiment, je dis ah ouais, là c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal parce que ça m'ouvre certaines portes que sans doute j'avais le pressentiment qui était là et ça me donne le coup de pouce de plus pour aller voir plus loin. Voilà, ça j'ai trouvé très, très sympa. De toute façon, ce qui est fou, c'est à quel point ces technologies évoluent extrêmement vite. Ouais. Et plus les technologies évoluent vite, moins on peut anticiper ce qu'elles vont devenir. J'aime beaucoup le travail de quelqu'un qui s'appelle Victor Fersing, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle La Fabrique Sociale, et qui est aussi un ami avec qui je collabore sur l'écriture du livre sur lequel je bosse en ce moment, qui est un livre sur la sédentarité, le temps qu'on passe assis sur des chaises. Tu vois, par exemple, là, on est en train de faire cette interview en étant assis. Et donc, Victor est mon assistant de recherche. Et à côté, il a une passion pour l'étude des technologies. Et il me racontait à quel point, début du XXe siècle, la ville de Londres a un énorme souci, les crottins de chevaux. Et le maire lance une alerte en disant, au rythme auquel se développe la ville, plus en plus d'habitants, plus en plus de chevaux, plus en plus de déplacements, on a un énorme problème. La voiture arrive, règle complètement le souci, vitesse d'adoption très rapide, on n'avait pas anticipé les accidents de la route, on n'avait pas anticipé les particules fines, on n'avait pas anticipé tout un tas de choses. Google débarque avec son moteur de recherche dans les années 90, mais j'ai plus l'année exacte, pardon. Fantastique, vitesse d'adoption encore plus rapide, technologie merveilleuse qui nous permet d'accéder à de l'information facilement avec simplement une barre de recherche. On n'avait pas anticipé que ça déboucherait sur la surveillance, l'analyse des données en permanence, un monde où... L'addiction aux écrans aussi. L'addiction aux écrans aussi, un monde où Google sait énormément de choses sur toi et moi. Ouais. Et donc là, sur l'intelligence artificielle, quel impact ça va avoir sur l'apprentissage? Mais on n'en sait rien. Moi, hier, on a fait justement une journée entière dans mon organisme de formation sur nos enjeux des prochaines années, et on a parlé de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on se disait, c'est qu'il y a il y a deux manières, il y a deux chantiers de travail pour nous. Il y a un premier qui est de prendre le déroulé actuel d'une formation chez nous, l'entrée dans la formation, la rencontre avec le mentor. Ça, c'est un point super important chez nous, c'est que ta formation, elle commence par cette rencontre avec le mentor, elle commence par ce sourire, elle commence par ce moment où on espère que tu aies un coup de foudre comme pour Feynman. Et puis ensuite, il y a tout le reste. Donc la rencontre avec le mentor, la validation des connaissances, l'intégration avec d'autres élèves, etc., etc. On peut regarder les choses comme ça et puis se dire à chaque étape où est-ce que l'intelligence artificielle peut améliorer les choses. Mais on peut aussi partir de la feuille blanche et se dire comment créer une expérience d'apprentissage si on devait repartir de zéro. On oublie tout et on crée une expérience de zéro dans un monde où l'IA existe. Qu'est-ce que ça change? Quels sont les dangers? Quels sont les risques? Et j'ai envie qu'on explore ces prochains mois les deux directions. Et donc, par exemple, je vais organiser un atelier de découverte avec une dizaine d'élèves en les faisant venir dans nos bureaux et en leur proposant plusieurs exercices où je vais les observer en train d'apprendre quelque chose avec l'intelligence artificielle pour voir ce qui se passe. Je crois qu'on a besoin en ce moment là, de se plonger dans l'observation, de se plonger dans la formulation de certaines hypothèses, de regarder ce que ça donne. Et
d'oser imaginer que certains piliers peut-être qui ont façonné notre manière d'apprendre sont en train d'évoluer très fortement. Ouais. J'entends bien, hein, et je te rejoins. Pas jeter le bébé, l'eau du bain et tout ce qui est avec. Et considérer d'un regard neutre, comme tu as très bien dit. Ok, on repart de zéro, feuille blanche. Là, l'intelligence artificielle est là, c'est un outil, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça remet en cause certains grands principes? Pour moi, l'apprentissage, très lié à la plasticité neuronale, mais c'est pas uniquement le regard neuroscientifique qu'il faut adopter, et qui est assez réductionniste. Ça, c'est quand même un triptyque qui est très important, c'est que les erreurs comptent, une interaction claire avec l'environnement, et le maximum de feedback. Pour moi, ce triptyque-là de la plasticité neuronale et de l'apprentissage humain, il ne faut pas que l'intelligence artificielle vienne le gâcher. C'est-à-dire, quand on dit que l'intelligence artificielle pourrait améliorer le tableau ou pas, qu'est-ce qu'on entend par améliorer l'apprentissage? C'est qu'on gagne du temps. Cette expression-là, pour moi, elle est assez mortifère. Et si c'est juste une histoire de gagner du temps, je pense qu'on va encore retomber dans le problème de Google, c'est-à-dire confondre information et connaissance. C'est juste, tu vas plus vite à l'information, certes, mais est-ce qu'on a plus de gens intelligents? J'ai pas l'impression, tu vois. Pourtant, il y a toujours un accès à l'information qui est de plus en plus grand et plus rapide. Donc voilà, mais je trouve que ta démarche, c'est sans doute la meilleure, c'est-à-dire une démarche humble, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Venez, on se rassemble et on teste pour voir ce que ça donne. Bah, je crois que quand tu es dans l'enseignement, la formation depuis 15 ans, t'as pas d'autre choix que d'être de plus en plus humble, parce que moi je regarde la manière dont je donnais cours il y a 10 ans, je suis horrifié, quoi. J'avais vraiment rien compris. J'avais pas compris la puissance des interactions entre élèves, j'avais pas compris l'importance du blended learning, j'avais pas compris comment utiliser la technologie intelligemment. Et comme tu disais, la technologie, c'est un outil, on peut l'utiliser pour faire des choses merveilleuses ou pour faire des choses horribles. Donc oui, ça c'est l'avantage peut-être d'être dans le même domaine depuis des années, c'est que ça t'apprend à être humble et à garder l'esprit ouvert. Ouais, bien sûr. Alors ça ressemble à quoi un entrepreneur qui consciente sa santé, qui fait attention à ce qu'il mange, par exemple? Alors ça, qui t'investit dans Féroce. Bah écoute, c'est... Est-ce qu'on tend vers cette globalité-là, déjà? Ça, c'est rigolo parce que c'est la pédagogie Live Mentor qui m'a donné envie de m'intéresser à la santé. Okay. En fait, en ayant ce questionnement socratique au fur et à mesure des sessions d'accompagnement, en multipliant les échanges en asynchrone ou sur Zoom avec des créateurs, des créatrices d'entreprise, et en posant toujours les questions fondamentales. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui pose problème? Eh bien, j'entendais de plus en plus des sujets touchant à la santé et non pas touchant au modèle économique du projet et ne touchant pas aux compétences classiques liées à l'entrepreneuriat. Et peut-être que là, il faut préciser qui sont les personnes que nous, on accompagne. Nous, on accompagne quasiment jamais des startups. On accompagne quasiment jamais des jeunes de 25, 30 ans qui sortent de très grandes écoles d'ingénieurs, de polytechniques ou d'écoles de commerce ou de top universités. En fait, nous, on accompagne des personnes qui ont 40 ans, qui à 80% vivent en dehors des grandes villes, qui, pour un cinquième d'entre elles, viennent de quartiers prioritaires de la ville ou de ZRR, zone de revitalisation rurale. 25% des personnes qu'on accompagne n'ont pas fait d'études supérieures. Et donc, je dis ça pour préciser que le type d'entreprise que nous, on accompagne, ce sont des personnes qui se lancent en tant qu'indépendants, des personnes qui se lancent dans les métiers du bien-être, des thérapeutes par exemple, des artisans, des commerçants, des créateurs de restaurants, des artistes, beaucoup d'artistes, des intermittents du spectacle, et donc des personnes qui ont 40 ans en moyenne et qui sont aussi dans des situations où il faut avoir un regard très holistique. Il y a
des enfants, souvent, il y a une vie de famille, il y a des enjeux. Et donc, au fur et à mesure de ces sessions d'accompagnement, j'entends toujours revenir le manque d'énergie, le sentiment d'être débordé, la tête pleine, le burn-out, etc. Et donc à partir de là, petit à petit, je me suis dit, tu fais un peu erreur si tu penses que la seule mission de ton organisme de formation, c'est de transmettre des compétences concrètes. Il y a ces compétences concrètes, mais il y a aussi peut-être un éveil, une culture à changer, et une éducation non, la manière de formuler, c'est plutôt transmettre le réflexe des bonnes questions. Et donc, dans ces bonnes questions, que j'espère mes apprenants vont se poser, quelle importance dois-je donner à ma santé? Quelle importance dois-je donner à mon sommeil? Quelle est l'alimentation qui me met en énergie et celle qui m'enlève de l'énergie? Si je suis assis toute la journée, 9 heures par jour, sur un écran, quelles conséquences ça a en termes de risque de maladies cardiovasculaires, etc. Et voilà, tout ça, ça m'a amené à devenir journaliste pour le podcast Métamorphose. Et ça m'a permis d'interviewer des dizaines d'experts de santé auprès desquels j'ai beaucoup appris. Et c'est devenu effectivement une passion aussi personnelle et un sujet qu'on transmet au sein de l'organisme de formation de différentes manières, notamment via un magazine qui s'appelle Odyssée, mais aussi via des mini-formations. Trop bien. C'est vrai que je pense que c'est dans l'air du temps d'avoir cette vision holistique, globale, etc. Comparativement à une période où l'entrepreneuriat est... merci d'avoir précisé la cible précise, à qui vous vous adressez, parce que derrière le mot entrepreneuriat, généralement on entend start-up et généralement on a un persona qui est assez figé, alors que pas du tout, alors que comme tu l'as très bien dit, la plupart des gens que vous accompagnez ne sont pas dans les grandes villes, ont tel type, tel profil, etc. Et ouais, il me semble que on ouvre de plus en plus les yeux sur le fait que la productivité, tous ces termes-là ne peuvent pas être décorrélés de comment tu prends soin de toi. Et moi, j'ai exactement le problème inverse. C'est-à-dire que je forme les gens à ça. Prévention, la pleine santé, tout ce qu'on veut, voilà. Gestion émotionnelle, la respiration, la nutrition, tout ça. Et d'un autre côté, il y a une césure, d'un autre côté, dans ce milieu-là, il y a une césure encore présente avec l'entrepreneuriat. C'est-à-dire ceux qui veulent se lancer, voilà, en faire leur métier ou pas. Hein. C'est-à-dire que même s'ils sont artistes, comme tu l'as très bien dit, d'ailleurs, je passe le bonjour à Pierre, qui est peintre, qui est élève diplômé du centre de l'Hormèse et qui se lance dans cette activité-là. Donc, il ne faut pas devenir thérapeute. Il a été formé aux sciences du vivant chez moi. Et maintenant, il aimerait comprendre le monde de l'entrepreneuriat. Et il y a un pont, là, qui doit être fait comme si l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui était complètement décorrélé du monde organique de qui l'on est, de sa santé, etc., parce que c'est l'entreprise. C'est quelque chose d'immatériel, c'est dans la société, tu vois, il y a une case dans la tête qui est à part. Alors que, pour reprendre les mots de mon ami Gunther Pauli, tous les enfants sont entrepreneurs, il aime bien dire. Parce que peut-être dans le terme d'entrepreneur, il faut se détacher du monde du business et se dire qu'il y a quelque chose où on acte dans sa vie et on prend une certaine forme d'autonomie et que peut-être tu vas me dire oui ou non, peut-être qu'on est tous un petit peu entrepreneurs dans l'âme. C'est-à-dire on veut tous apporter quelque chose au monde au bout d'un moment dans sa vie, que les gens viennent nous voir pour ce qu'on a à proposer de différenciant, et que finalement ce ne devrait pas être quelque chose qui, pour certaines personnes, oui, toi t'es entrepreneur, puis toi non. Et puis c'est des choses très, comment dire, en dehors, dans une certaine forme de réalité. Ouais, moi, je suis convaincu qu'on a tous la capacité à entreprendre, à être artiste, à être chercheur. Il y a un terme que j'aime beaucoup qui est polymathe. Tu mentionnais Léonard de Vinci. C'est des exemples exceptionnels de personnes qui ont acquis de très nombreuses compétences dans des domaines très variés tout au long de leur vie. Le cas de Pythagore est aussi très intéressant puisqu'il était à la fois stratège militaire, mais créateur d'une école, musicien,
passionnés de philosophie, d'astronomie. Tous des grands pratiquants de sport, c'est un d'exercice physique. Oui, parce qu'il était champion de lutte gréco-romaine, Pythagore. Une sorte de pugilat de l'époque. Ouais, exactement, une sorte de pugilat. Donc maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est éloigné de cette culture des polymathes? Alors là-dessus, la vidéo de Ken Robinson, la conférence de Ken Robinson, qui malheureusement est décédé, qui était un pédagogue anglais, mais vous pouvez trouver sa conférence TED sur Internet qui est fantastique, qui s'appelle Changing Education Paradigm, donc changer le paradigme de l'éducation, où il fait le parallèle entre la manière dont on a pensé les usines au XIXe siècle et la manière dont sont pensées les écoles, à savoir dans une usine, il y a une matière première qui rentre, et puis elle est transformée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ça donne un produit fini qui est consommable. Et lui fait le parallèle avec les écoles en expliquant qu'on a trop spécialisé les élèves et qu'on crée des cloisons et qu'on crée des clusters et qu'il n'y a pas de communication ensuite entre ces différents domaines, ce qui est dommage pour le progrès humain en général, mais ce qui est aussi très dommage pour l'individu parce qu'il se sent enfermé dans une bulle. Donc c'est là où un réflexe génial pour continuer d'apprendre de nouvelles compétences, c'est de sentir quand on est un peu enfermé et de se donner l'autorisation de faire un pas de côté. Parce que le cerveau reste un mystère exceptionnel. La manière dont se font les connexions d'apprentissage, ça, on sait des choses, mais il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Je suis très sensible à tous ces témoignages de personnes qui racontent comment elles ont eu des déclics sur un sujet A en allant creuser le sujet B. T'as plein d'histoires incroyables là-dessus, notamment la manière dont le velcro a été inventé. Mais là où je voulais finir, c'était... Et tu vois, c'est le problème de la... de la polymath. T'étais sur le polymath. C'est qu'on se perd. Oui, c'est que moi, ce qui m'a peut-être motivé à évangéliser l'envie d'entreprendre, c'est le parcours de ma maman. Ma maman était artiste de cirque, c'était son métier pendant plus de 10 ans. Elle a travaillé pour le cirque Grus, le cirque Zavata, le cirque Bouglione. Elle a obtenu la médaille d'argent au Festival du cirque de demain, donc une sorte de micro-médaille d'argent au niveau mondial en cirque. Et elle n'a jamais été, par contre, dans une démarche entrepreneuriale. C'était une époque aussi très particulière, où les conditions de travail pour les artistes de cirque étaient très mauvaises, où on ne lui a pas laissé la liberté, mais elle s'est retrouvée en fait à un certain moment de sa carrière, à la fin de sa carrière, sans actif, avec le sentiment d'avoir été utilisé, d'avoir été placé à tel spectacle, tel spectacle, tel spectacle, tel spectacle, tel spectacle. Mais qu'est-ce qui survit à ça? Qu'est-ce qui lui appartient? Qu'est-ce qui a été construit? Alors bien sûr, il n'y a pas rien, il y a des souvenirs, il y a une expérience, mais chez les artistes spécifiquement, je me bats pour qu'ils soient à la tête de leur activité, qu'ils ne dépendent pas d'intermédiaires et qu'ils puissent avoir les moyens de lancer leur propre projet. Et alors, on peut donner quelques exemples extrêmes pour visualiser les choses, mais par exemple, James Brown, fameux chanteur, bon, sur lequel il y aurait beaucoup aussi de choses négatives à dire, mais lui, il avait décidé, en plus de chanter, de devenir propriétaire de sa boîte de production. Et puis, il s'est dit, je vais devenir propriétaire de l'usine qui imprime les 45 tours. Et puis, je vais devenir propriétaire des salles de concert. Et comme ça, en fait, tout va être à moi. Je vais faire ce que je veux. Je vais faire mes concerts chez moi. Je vais imprimer mes disques. Bon, c'est une vision super extrême, hein, et qui a plein de limites aussi. Mais c'est intéressant de la comparer avec une situation où je suis à mon compte au sens, je n'ai pas de bulletin de salaire. Je
n'ai pas de congé payé, je n'ai pas quelqu'un qui m'encadre et qui me dit quoi faire, mais je suis super dépendant de la situation. Et ben ça peut se renverser en apprenant certaines compétences, comme par exemple le modèle économique, comme la capacité à se faire connaître, comme la capacité à créer du lien avec les autres, comme la capacité à se faire à demander de l'aide, comme la capacité à apprendre, etc. Est-ce que la richesse ultime que tu es en train de nous décrire là, c'est pas la liberté finalement? Ça augmente certainement notre niveau de liberté. Et moi, je suis très content d'avoir chez Live Mentor toute cette population d'élèves qui, encore une fois, viennent pas des grandes écoles. Et quand tu es à Polytechnique ou à HEC ou ailleurs, c'est quand même beaucoup plus facile de créer une entreprise. Tu as des incubateurs, tu as du soutien, tu as accès à des mentors, tu as accès à des investisseurs si tu as besoin de sous. Tu es dans un écosystème... Un réseau, bien sûr, qui va t'aider. De base. Ça ne veut pas dire que tout va être facile, mais tu es dans un écosystème de base. Moi, mes élèves, ils souffrent de solitude. Ils souffrent très, très fortement de solitude. Et donc, je suis motivé à ce qu'on continue de faire du bon boulot. Trop bien. Ça approche doucement de la conclusion et je voulais que tu nous donnes tu nous as dit que tu es dans ce domaine-là depuis 2012, ce qui est énorme. 2010, mon premier cours en ligne. Octobre 2010. Et création juridique de Live Mentor en 2012. Juillet 2012. Ça fait plus de 12 ans, entre 12 et 14 ans. Et j'ai 36 ans, donc c'est un tiers de ma vie. Voilà. Ça commence à peser. Tu pèses dans le game, comme on dit. Et donc, après toutes ces années d'exploration de ce domaine-là, de l'apprentissage, de la transmission, de l'enseignement, de la pédagogie, et de l'entrepreneuriat, et de nos jours où on peut tout de suite atteindre un outil, une aide, une formation en ligne, un accompagnement, se lancer comme auto-entrepreneur, peu importe, aussi facilement, peut-être plus facilement qu'à certaines époques de l'humanité. Quel conseil tu aurais pour quelqu'un qui, justement, se demande et hésite à se lancer? Ça a toujours été son truc, il ou elle en a rêvé, et c'est étape numéro 1, là. Quel conseil t'aurais à donner à cette personne-là? Lire Kierkegaard. Ok. On va dire en base. Pourquoi Kierkegaard, philosophe danois? J'espère que je dis pas de bêtises. Mais je crois que c'est danois, je suis quasiment sûr que c'est danois, qui parle de la liberté et qui décrit le vertige de la liberté et à quel point l'angoisse est indissociable de la liberté et c'est un très grand angoissé lui-même, mais qui explique qu'à un moment faut faire le leap of faith, faut faire le bond en avant, faut sauter. Et récemment, Bernard Werber, l'écrivain, me disait, tu sais Alexandre, dans Tomber amoureux, il y a tomber. Peut-être qu'il faudrait inventer une expression qui est tomber dans le lancement de ses propres projets et accepter qu'il y a tombé et qu'il va y avoir une chute et qu'une chute, c'est beaucoup d'air qui arrive sur nous. C'est une rapidité, c'est une vitesse, c'est un sentiment de manque de maîtrise. Mais posons-nous la question, en fait, pourquoi ça nous est aussi inconfortable? Et encore une fois, là, on en revient quand même souvent au système éducatif en se disant, mais c'est dingue, on a des profs qui sont géniaux, qui sont motivés, qui se démènent pour les élèves, mais on a créé peut-être un cadre, une structure extrêmement rigide qui ne nous habitue pas à ce saut, à cette plongée dans l'inconnu. C'est la peur de l'incertitude, ouais. Un cadre rigide va te permettre de planifier et de toujours anticiper l'étape suivante, alors que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est l'imprévisible, l'imprévisibilité. Et moi, je vois dans toutes nos études, parce qu'on en est très, très engagé sur le sujet de l'impact et de l'évaluation de notre impact. Donc, depuis 3 ans, on a un organisme indépendant qui s'appelle Archipel, qui évalue l'impact réel de nos formations. Qu'est-ce que font les gens après nos formations? Et donc, ils mesurent chaque année combien de personnes créent véritablement leur projet après une formation chez Live Mentor, quel est le taux de pérennité de ces personnes,
quelles compétences ont été acquises, etc. etc. Et on pose aussi des questions sur, au démarrage des formations, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a donné envie. Et ce qu'on entend tout le temps, c'est « je voulais sortir des coups irrécupérables. Je voulais sortir de cette pensée limitante. J'ai consacré 10 ans, 15 ans, 20 ans de ma vie à tel sujet, à tel parcours, à telle carrière. J'ose pas abandonner ça. J'ose pas changer. J'ose pas faire le pas de côté. » Et bah ça, cette histoire de coups irrécupérables, il faut travailler dessus. Ouais. Il faut travailler dessus et comprendre qu'en fait, tout est beaucoup plus nuancé que ce qu'on pense. Et si tu as passé 20 ans à être consultant, par exemple, quelque part, et que tu te lances à ton compte, mais tu vas pouvoir réutiliser plein de compétences qui ont été formées, acquises durant cette carrière. Pas des choses qui sont évidentes ou qui ont attrait directement au fait d'être comptable, n'importe quoi, analyste, mais des compétences que tu as peut-être d'abnégation, de courage, de pas lâcher, enfin tout ça en fait, ça aussi c'est des compétences que peut-être les personnes n'arrivent pas à mesurer concrètement, mais qu'en fait elles vont pas perdre en passant à autre chose. Mais on peut conclure aussi en revenant du côté santé, qui est un sujet que tu connais par cœur, mais j'interviewais récemment Olivier Deladoucette, qui est le fondateur de l'Institut de recherche, la Fondation de recherche contre Alzheimer, et qui me rappelait que la meilleure chose à faire en prévention d'Alzheimer, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Il le dit à toutes les personnes qui viennent le voir, dans tous ces papiers de recherche, il dit mais si vous avez 60, 65, 70 ans, enfin, puis n'importe quel âge, apprenez une nouvelle langue. Apprenez à parler une nouvelle langue ou apprenez un instrument de musique. On a une telle fuite de l'inconfort de nos jours. C'est inconfortable de faire quelque chose de nouveau. C'est encore une fois le saut de la foi, de quelque chose qui est imprévu, inconnu, et l'être humain préfère toujours le malheur à l'incertitude. Donc s'il faut vraiment réhabituer les personnes au fait que ce qui est inconfortable n'est pas forcément négatif, c'est juste que c'est un processus. Et que dans ce processus-là, c'est normal qu'il y ait de la frustration, de la peur, de l'angoisse et de l'anxiété, mais que ça fait partie du fait qu'on va évoluer dans ce domaine qui est imprévisible. Oui, c'est une super habitude à prendre de vouloir apprendre quelque chose de nouveau chaque année, par exemple. Comme un move dans le cirque. Moi, effectivement, c'était le sujet inconfortable que j'ai décidé de prendre il y a 3 ans. Et que je ne regrette pas, mais ça a été très inconfortable au début. J'imagine. Allez, terminons sur... Tu m'as parlé que tu étais en train d'écrire un nouveau livre, qu'il y a un nouveau livre qui va sortir. Tu veux nous dire ça? Oui, j'ai décidé d'écrire un livre sur la sédentarité, donc le temps qu'on passe assis. Je suis en train de décaler la date de rendu de manuscrit parce que je suis un peu dépassé par ce projet. Donc le problème qui me passionne, c'est pourquoi on passe autant de temps assis sur des chaises. On sait que c'est mauvais, très mauvais pour notre santé physique, maladies cardiovasculaires, obésité, troubles musculo-squelettiques. On sait que c'est mauvais pour notre santé mentale, dépression, anxiété. On sait que c'est mauvais pour notre santé sociale. On passe moins de temps avec nos proches, avec nos amis, si on est assis seul chez soi. Et donc moi, je ne suis pas médecin. Je ne prends pas l'approche d'un spécialiste de santé, ce que je ne suis pas. Je prends vraiment l'approche d'un journaliste où je veux aller parler à un maximum de personnes, à la fois évidemment dans le monde de la santé. Donc j'ai fait plus d'une vingtaine d'interviews avec des personnes comme François Carré, qui est cardiologue au CHU de Rennes et spécialiste justement des impacts entre sédentarité et santé physique. Mais je vais aussi interviewer des architectes, des spécialistes de l'agencement des villes, des éducateurs, notamment des personnes qui créent des écoles alternatives comme des écoles dans la forêt où les élèves sont 2 jours par semaine en forêt et donc en mouvement, des spécialistes du monde du travail et du rapport aux écrans, pour essayer de développer l'idée que tout actuellement s'est accéléré pour nous rendre sédentaires et qu'on peut passer une journée entière assis chez soi, dans les transports, au travail, dans nos loisirs. Les jeux vidéo sont des loisirs sédentaires, par exemple.
Et par contre, il doit être possible, il est possible de lutter contre cette sédentarité, de remettre du mouvement à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau, au pluriel, AEX, niveau EAUX, collectif. Dans la manière dont je travaille avec certaines personnes, dans la manière dont je passe des moments entre amis ou en famille, comment est-ce que je mets du mouvement? Tu parlais du fait que toi et moi, on s'est rencontrés via effectivement une entreprise qui s'appelle Pharos, qui est une marque créée par David Nicolas. On a eu, il n'y a pas longtemps, un board, donc une réunion avec David et puis les premiers investisseurs. Et David était en train de marcher. C'était une réunion à distance et David était en train de marcher. C'est génial. Je trouve ça fantastique. Fantastique de se dire, à chaque fois que j'ai un moment où je travaille, est-ce que je peux le faire en mouvement? Et il y a plein de formes de mouvement possibles. Il y a la marche, il y a les étirements. Tu vois, là, je suis en train d'étirer ma jambe droite. Il y a la possibilité de porter des choses. Il y a des réflexions à avoir sur le bureau sur lequel je travaille. Ça peut être un bureau assis debout. Ça peut être un bureau sur lequel je m'étire aussi. Enfin, on peut tout repenser pour mettre du mouvement. Et on peut aussi explorer les liens entre mouvement et créativité, ce qui est encore un autre sujet qui est passionnant. Donc voilà, je suis là-dedans. Je vois le chemin pour finir ce livre, mais il va falloir encore un petit moment. C'est déjà bien de voir le chemin. Bah oui, bien sûr. Dans le processus d'écriture, le pire c'est de ne pas voir l'étape suivante. Mais si tu as déjà le chemin, ça va aller tout seul. Quand est-ce qu'on pourra lire ce livre normalement? Fin d'année 2025, je pense. Ouais. Ok. Fin d'année 2025. C'est un vrai livre de recherche. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec un assistant de recherche, Victor. Parce qu'on n'est pas trop deux au total. On va faire, je pense, environ 80 interviews, plus énormément d'observations in situ dans différents endroits, notamment une de ces écoles dans la forêt des Lucioles, à côté d'Annecy. Donc c'est un livre sur lequel j'ai voulu aller plus loin que sur mes précédents livres. Et sur un sujet qui est tellement vaste qu'il faut y passer un peu de temps. Ouais, il faut prendre son temps. Alex, merci infiniment pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi. Ouais, superbe conversation, je suis très content. On va faire encore de nouveaux contenus, évidemment liés à Pharos prochainement. Ça sera avec grand plaisir. Mais en tout cas, je serais content de te réavoir en fin 2025 pour que tu nous parles justement de la sortie de ce livre. Écoute, j'espère tenir mon engagement. C'est clair. Là, c'est dit. Et le rendre, ce manuscrit. Enfin, on te pardonnera. Merci beaucoup. Merci à toi.